Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cet atelier dédié à la créativité. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour avoir téléchargé cette vidéo, cet atelier. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est un cadeau pour vous, mais aussi un moment qui va vous permettre d'aller plus loin sur un sujet qui est très vaste, parce que la créativité en soi peut être approchée d'une façon complètement différente. Donc aujourd'hui, je vous propose un atelier que j'ai initialement donné à la Station F en février 2019. J'ai voulu la mettre en format vidéo parce que j'ai eu de nombreuses demandes de personnes qui n'ont pas pu assister à l'atelier et qui voulaient avoir aussi un enregistrement où ils pourraient retourner autant qu'ils le souhaitent. Alors le voici. Avant de commencer, j'invite ceux et celles qui le souhaitent à vivre l'expérience comme le jour de l'atelier physique à la Station F, c'est-à-dire que au tout début de l'atelier, j'ai lancé l'expérience avec une sophro, donc on peut appeler ça un peu une méditation guidée. Je mets à disposition cette méditation sur mon site, ainsi qu'en lien attaché à cette présentation. Cette sophro dure une vingtaine de minutes. Vous pouvez l'écouter avant de faire cet atelier, dans le but en fait d'être en raccord avec votre expérience personnelle. La sophrologie, je l'utilise avant tout pour faire et pour travailler avec mes clients sur des blocages particuliers, mais dans le cadre des ateliers, je l'utilise pour que chacun puisse accéder à une notion, donc ici la créativité, à sa façon et à sa manière. Parce que comme j'aime le répéter, ce que je transmets à travers mes formations et mes ateliers, c'est avant tout un buffet d'outils et après je souhaite que chacun prenne ce qu'il considère important ou juste pour lui et non pas tout et n'importe quoi comme on aura peut-être tendance trop à le faire dans le développement personnel. L'important ayant été noté, donc vous êtes libre de faire la partie méditation guidée si vous le souhaitez, et si vous ne le souhaitez pas, continuons et passons à la première partie de cette présentation sur la créativité. Donc la première partie, elle est dédiée à Internal System, qui veut dire notre système intérieur. Notre système intérieur, il fonctionne d'une façon complètement prédéfinie. Donc j'aime commencer par cette partie-là pour vous expliquer comment notre cerveau fonctionne. Parce que si tout le monde, ou du moins chacun d'entre nous, savait ou connaissait le fonctionnement psychique de notre cerveau, on pourrait gagner énormément en termes d'expérience et de sagesse. Pourquoi ? Parce que notre cerveau fonctionne d'une manière prédéfinie. Notre cerveau est élastique, donc on ne va pas aller sur les notions de neurosciences parce que c'est pas le sujet ici, mais il est important de savoir que d'après les études qui tournent autour de cet organe-là, il est évident qu'il y a un fonctionnement qui est le même pour tous. Le premier point important sur la fonction de notre cerveau, c'est le goal, l'objectif. Qu'on le souhaite ou non, nous avons tous en nous un objectif vers lequel on se dirige. La question à se poser, c'est est-ce qu'on se dirige vers un objectif conscient ou inconscient? Donc, j'aime prendre l'image d'un ordinateur. Pas parce que je souhaite comparer l'humain à une machine, mais parce qu'en neurosciences, on montre que notre cerveau fonctionne comme un ordinateur. On lui donne un objectif et par automatisme, le système va dans sa direction, dans la direction de l'objectif. À travers l'aventure qu'on appelle la vie, et à travers cette poursuite de l'objectif, on se retrouve avec des feedbacks. Les feedbacks, c'est quoi? Ce sont des retours de l'ordinateur, donc dans la vraie vie, ça s'appelle des expériences de vie, parfois on appelle ça des échecs ou des mauvaises rencontres, qui viennent à nous. Ça peut être des critiques, des jugements, des peurs, mais ces feedbacks négatifs viennent à nous pour
corriger notre approche vers l'objectif. Donc comme pour n'importe quel programme, n'importe quel ordinateur, lorsqu'on va le mettre en place, ça va pas marcher du premier coup. On va essayer d'atteindre l'objectif, sauf qu'on va avoir des messages d'erreur. Et le secret réside justement dans cette capacité à dépasser et aller au-delà de ces messages d'erreur pour pouvoir enfin atteindre le résultat avec des feedbacks positifs. Les 3 points à retenir dans cette première partie, le premier, c'est que nous le souhaitons ou pas, nous nous dirigeons vers un but, conscient ou inconsciemment. Notre système fonctionne par automatisme, en donnant des feedbacks négatifs au départ pour pouvoir ajuster en fait notre approche vers l'objectif. Et enfin, lorsqu'on atteint des feedbacks positifs, on l'atteint par le fait qu'on a effectué et vécu des expériences négatives. Et donc en soi, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les expériences négatives ont autant d'importance que les expériences positives de la vie. Alors, la vie, l'évolution personnelle, elle commence en tant qu'enfant et aujourd'hui en tant qu'adulte, en passant par l'adolescence. Toute notre vie, cet ordinateur interne, donc ce système interne, a été formé, a été, entre guillemets, conditionné de par nos expériences, notre famille, notre éducation, les gens qui nous entourent, notre environnement, notre maîtresse d'école, bref. Il y a nombreux facteurs qui ont influencé et prédéfini ce système, cet ordinateur interne, ce logiciel de base, on va appeler ça comme ça. Et en soi, on a la possibilité, si on le souhaite ou pas, soit de répéter. Donc tout ce qui a été formalisé, formaté dans le passé, on le répète encore aujourd'hui. Donc on prend un exemple concret. Imaginons en 6e, je vais prendre un cas personnel, en 6e, j'étais nulle en maths. Bon, j'étais tombée sur, à l'époque, une professeure de mathématiques qui me disait que j'étais nulle en maths. Donc, après avoir entendu ces dires, et notamment c'est cette personne-là qui a voulu me faire redoubler ma 6e, ça je m'en souviens très bien, j'avais en tête cette idée et cette certitude que j'étais nulle en maths. Donc, inconsciemment, je répétais le même pattern que, à la base, une professeure m'avait mise dans la tête. L'autre possibilité, et ça c'est la notion de mise à jour que je propose notamment à travers mes formations et ma pratique de coach, c'est se réveiller, mettre en place un autre pattern consciemment et dans le but de dépasser ce blocage. Donc mon blocage par exemple ici, c'était les maths. J'étais persuadée que j'étais nulle en maths jusqu'au jour où je suis tombée sur une professeure qui m'a montré une autre approche des mathématiques et qui m'a montré que j'étais capable d'être bonne en maths. Mais c'est avant tout passé par moi-même qui a décidé de dépasser ce pattern négatif qui disait à la base tu es nul en maths à je suis entre guillemets bonne en maths, mais ça dépend de moi. Si je travaille sur justement ces erreurs ou ces blocages, je peux les dépasser facilement. Ici, je parle des maths, mais ça peut être tout et n'importe quoi dans nos vies respectives. Le message important que je souhaite pour vous justement de retenir ici, c'est que ce que je vous apporte ici, c'est la possibilité de mettre à jour votre logiciel, votre système interne, tout en prenant en considération qu'il fonctionne d'une certaine façon, comme je viens de vous l'expliquer ici. Aujourd'hui, nous allons parler de créativité. Donc, si jamais on veut appliquer la notion de créativité à ce qu'on vient de voir et explorer ensemble, on peut se dire que notre créativité peut être bloquée, voire freinée, par un pattern, ou du moins une croyance, qui s'est mise en place dans notre système intérieur dans le passé.
via une expérience, un parent, un professeur, peu importe. C'est pas la question ici. Et ce que je veux dire ici, c'est que il est important de prendre en considération que nos limites et nos blocages viennent de là. Après, à nous de choisir, à nous de décider de dépasser ou pas ce blocage. Pour aller vers plus de créativité, nous allons nous focuser sur le sens du mot créativité. Créativité, il veut dire tout et n'importe quoi pour tout le monde. Certaines personnes verront ça comme une qualité que tout le monde n'a pas. D'autres voient ça comme un domaine, c'est-à-dire que vous pouvez le retrouver dans toutes les personnes que vous rencontrez, mais sous différentes formes. Bref, la créativité va beaucoup dépendre de notre expérience personnelle et aussi de notre relation à l'invisible. Et ça, vous allez voir ça pourquoi plus tard. Donc, ce que je vous propose ici, c'est, comme je le fais en atelier, c'est de noter donc sur votre carnet ou sur une feuille, de noter votre propre approche et définition de la créativité pour voir au fur et à mesure de cet atelier comment évolue cette définition pour vous. Alors, la créativité, comme je viens de le dire, c'est une notion de perception. J'ai voulu en faire une illustration. Si on pouvait illustrer le processus de créativité, ce serait de la façon suivante. Il y a 6 phases dans ce processus. Donc, lorsque je parle de processus de créativité, je parle du début, c'est-à-dire on a l'idée qui vient à nous, à la fin, c'est-à-dire que l'idée a été mise en place, a été en quelque sorte matérialisée, et maintenant on arrive à une phase où c'est plus calme et où justement, en quelque sorte, on fait un break de cette idée-là et on la laisse derrière nous et on passe à la suite. Donc la phase 1 est dédiée à l'idée en elle-même. On a une idée qui nous vient sous la douche, au réveil, dans un rêve, dans le cadre d'une conversation avec des proches ou des amis. La question qu'on se pose dans cette phase 1, c'est est-ce que on prend l'idée au sérieux ou pas? Si on ne prend pas l'idée au sérieux, elle reste dans un coin de notre tête, parfois elle disparaît même avec le temps, et c'était juste une idée farfelue qui nous passait comme ça à l'esprit. Si on y apporte de l'importance et on décide de s'y engager, on passe en phase 2 qui est appelée exploration, phase d'exploration. Dans cette phase, on va faire comme une période de recherche où on va essayer de creuser cette idée-là. Donc on va s'intéresser à tout ce qui existe et à toutes les informations qui tournent autour de cette idée pour pouvoir au mieux se rapprocher de cette réalité. Est-ce que l'idée existe déjà? Qu'est-ce qui existe déjà autour de ça? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? On va vraiment chercher un peu partout. On est en mode explorateur, en mode ça y est, l'idée nous est venue, maintenant on part à la recherche plus profonde de cette idée-là. Après, il y a la phase 3. Alors cette phase 3, j'aime dire que c'est la phase la moins acceptée à notre époque. Je l'appelle la phase de digestion. C'est-à-dire que, comme pour tout dans la vie, il y a un processus qui prend du temps. Et ça, au XXIe siècle, on a un peu du mal à accepter ça parce qu'on aime que les choses aillent super vite. Pourquoi? Bah, il y a juste à regarder nos téléphones qui sonnent toutes les 5 secondes avec des notifications et des messages à gogo. Et bah tout va super vite aujourd'hui grâce aux technologies, grâce à Internet, etc. Donc forcément, on s'attend à ce que la vie aille aussi vite. Sauf que si on regarde la nature, il y a un processus qui prend un certain temps, qu'on le veuille ou non. Et puis quand il est question de forcer ce processus-là, on sait très bien ce que ça provoque. Bref, tout ça pour dire que la phase de digestion, c'est la phase où on lâche les recherches. On lâche l'idée et on laisse en nous toutes les informations qui sont un peu enfouies prendre leur place, se trier. Et c'est comme si en fait on laissait le processus, c'est la partie du processus où il y a une partie magique, c'est-à-dire que on laisse les choses se faire. Parce que ce soit en phase 1 ou 2, on a été dans le contrôle. On a été dans le j'ai attrapé l'idée, je la prends, je la considère, je fais mes recherches. Maintenant, on a besoin de lâcher. On a besoin de lâcher pourquoi? Parce qu'il y a une phase durant laquelle, la phase de digestion, on n'a pas vraiment grand chose à faire, mis à part laisser les choses se fermenter.
J'aime bien prendre, les notions justement de jardinage dans tout ça ou même un peu chimique, c'est-à-dire que c'est la partie où on peut laisser les choses se faire naturellement et c'est en phase 4, donc là où c'est magique, où c'est topissime, que l'épiphanie peut avoir lieu. Et le problème quand on passe de la phase 2 à 4 directement, c'est qu'on limite cette notion d'épiphanie parce qu'on n'a pas lâché prise. Or, l'épiphanie, elle peut seulement et uniquement avoir lieu lorsque on a lâché prise. Parce qu'une épiphanie, c'est avant tout une surprise. Une épiphanie, c'est avant tout un moment où on se dit Eureka, mais c'est évident! Et ce moment-là, il arrive parce qu'on a oublié, parce qu'on a laissé tout derrière et qu'on s'est dit bon bah maintenant j'ai fait mes recherches, je passe en période de digestion et je vais voir ce qui vient à moi. Et là, c'est magique. Après, en phase 5, on a la stabilisation. Donc c'est là où les choses commencent à se calmer un peu. On passe d'épiphanie à stabilisation, pourquoi? Parce qu'au moment de l'épiphanie, c'est là en fait où on se remet à l'action. Donc en quelque sorte, on pose sur papier, on matérialise ce que nous dicte notre cerveau dans ce processus. Et ça devient de plus en plus stable parce que justement c'est le moment où il faut, c'est pas forcément le moment le plus agréable non plus, il faut show up, donc se révéler devant notre ordinateur ou devant notre feuille blanche tous les matins pour poser noir sur blanc tout ce qui vient à nous, tout le processus et toutes les actions qu'on va mettre en place. Et j'appelle cette phase de stabilisation parce que elle est très entre guillemets stable dans le sens où il n'y a pas vraiment de folie, parfois elle peut paraître un peu monotone. Et c'est dans cette phase-là aussi que nombreuses personnes s'étonnent d'être bloquées ou de ne pas pouvoir aller plus loin parce qu'en fait justement cette phase-là demande énormément de discipline. Cette phase-là, elle demande tous les matins de se retrouver face à ses peurs pour passer à l'action. Que ce soit poser les idées sur papier ou mettre en place ces idées dans la réalité, on va avoir des journées bonnes comme des journées mauvaises. Donc c'est là haut, bas, haut, bas. C'est pour ça que la phase 5 est très stable et en même temps, bah, il n'y a rien de plus, quoi. Il n'y a pas le côté épiphanie d'avant, ni le côté idée avant, ça commence à stabiliser. Et puis après, une fois que tout est posé sur papier, une fois qu'on est passé à l'action, il y aura à un moment donné une phase de récession. Donc on espère justement que cette phase de récession arrive dans un laps de temps suffisamment long pour réaliser l'idée dans la réalité. Et donc là, ça s'appelle justement récession parce que c'est comme toute période d'après-croissance, c'est une période calme où on va se reposer et on va passer à autre chose. Donc si on prend cette illustration que je viens de vous proposer, ça serait le cycle de vie d'une idée. Lorsqu'on la prend au sérieux en phase 1, jusqu'à justement sa réalisation et la fin, entre guillemets, de cette idée, parce que cette idée à un moment donné prend place, donc après elle ne sera plus dans votre cerveau vu qu'elle aura pris place euh, en étant matérialisée en quelque sorte dans la réalité, et donc on va passer à une phase un peu beaucoup plus calme. Et cette phase un peu beaucoup plus calme, bah, tous les écrivains peuvent vous en parler, c'est une phase où c'est la fin d'un projet, tout a été fait, l'euphorie est passée, le livre est écrit, tout est sorti, maintenant c'est interview et encore, et après il y a une petite phase de déprime parce que justement on se dit bah tout ça c'est passé, c'est fini, maintenant qu'est-ce que je fais après ça quoi. Et là on arrive dans une notion de vide qui peut être assez perturbante. Bref, ce que je veux dire par là, donc notamment dans cette étape de l'atelier, c'est que notre relation à la créativité, donc notre relation euh, face à ce processus de créativité, dépend de notre relation avec l'invisible. C'est quoi la relation avec l'invisible? Donc ça paraît un peu étrange, mais on a tous, qu'on le veuille ou non, une relation avec l'invisible. C'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, qu'on ne peut expliquer, qu'on ne peut pas contrôler, c'est l'invisible. Toutes ces notions un peu, comment dire, pas farfelues, mais un peu, euh, on va dire, non matérielles, qu'on n'arrive pas forcément à toucher du doigt, c'est notre relation invisible. Donc la façon dont vous voyez la créativité dans votre vie, c'est aussi lié à votre relation à l'invisible. Si jamais vous croyez en la muse ou la déesse de la créativité qui vient vous voir et qui vient vous donner des idées,
bah, ça va être beaucoup plus, entre guillemets, «aidant» que quelqu'un qui n'a aucune croyance autour de ce monde-là et qui se dit que en fait, la créativité, c'est juste le travail. Et donc dans ce cas-là, si c'est juste le travail, bah, c'est juste se montrer tous les matins face à la page blanche et se mettre au travail, point. En fait, notre relation à l'invisible, selon comment on la définit, nous rendra, ou rendra ce processus plus facile, si on le souhaite en fait, parce qu'encore une fois, ça va beaucoup dépendre de nos croyances personnelles. Alors pourquoi je parle de notre relation à l'invisible? C'est parce que j'étudie, ou du moins j'ai étudié tous et nombreux artistes, que ce soit alors principalement écrivains, parce que pour moi l'écrivain demande tellement de discipline, de persévérance dans le temps, que je me suis dit, pour tout créateur de projet, ça fait sens, parce que lorsqu'on veut lancer sa start-up, son projet, une nouvelle carrière, écrire un livre, écrire n'importe quoi, ça demande un temps parfois énorme et tellement conséquent qu'on ne se rend pas compte de l'importance de nos croyances derrière. Et donc, lorsque je m'intéresse à des personnalités comme Elizabeth Gilbert, qui a écrit Big Magic, mais qui a aussi écrit Eat, Pray and Love, euh, dans les années, je pense que c'était en 2010. Elle a connu un succès phénoménal, et après avoir écrit donc Eat, Pray and Love, elle a écrit plusieurs bouquins, et surtout Big Magic, dans le but d'expliquer comment justement ce processus de créativité fonctionne. Et elle, lorsqu'elle parle du processus de créativité, elle parle beaucoup de choses non matérielles, quoi, de choses invisibles, quoi, qui sont parfois un peu loufoques, parce que lorsque vous regardez son TED Talk sur le sujet, un sujet qui est en quelque sorte lié sur la question d'où viennent nos idées, bah, elle va parler de muse, elle va parler d'énergie, enfin bref, elle va parler de choses abstraites. Et ce que ça montre bien, c'est que peu importe en fait ce que vous faites, votre système de croyance, ou du moins votre relation avec ces énergies-là et cet invisible-là, va déterminer vos capacités à créer. Donc le premier point important et qui serait intéressant de noter, c'est comme Elizabeth Gilbert dit, lorsqu'une idée vient à notre porte, on a plusieurs options. Donc, soit l'idée vient à notre porte et on dit à l'idée, bah écoute, en ce moment j'ai plein de choses sur la table et j'ai pas le temps pour toi, donc merci mais au revoir, et dans ce cas-là l'idée part. Elle voit l'idée comme une entité énergétique, donc c'est une énergie qui parfois arrive dans notre tête en fait, et puis si jamais elle n'est pas considérée, bah elle va ailleurs. Donc elle considère en fait, Elizabeth Gilbert considère que les idées sont des entités qui vont et qui passent d'humain à humain ou d'entité à entité, et que si elles ne se trouvent pas accueillies chez quelqu'un, ou du moins considérées, bah, elles vont aller voir ailleurs. La deuxième option, c'est accepter l'idée. Accepter l'idée, la considérer et lui dire ok, ça m'intéresse, viens avec moi, on s'engage et on se met et on travaille ensemble. Donc voilà les deux possibilités. Est-ce que j'accepte l'idée qui me vient et je la considère, ou est-ce que je considère que ce n'est pas une idée qui est importante à mes yeux, du moins c'est pas le bon timing aussi, et je passe à autre chose. Après, on a Emerson qui disait There is one mind common to all individual men, ideas are in the air, and if he had not discovered it, someone else would have. Donc c'est complètement en continuité avec ce que je viens de dire et la notion d'idée magique que Elizabeth Gilbert a notée, c'est que il y a dans l'air donc des énergies. Ces énergies-là sont aussi des idées. Et si vous ne la considérez pas, l'idée, eh ben, elle ira voir quelqu'un d'autre. Et je trouve que cette approche fait sens, parce que je sais pas vous, mais ça m'est souvent arrivé de rencontrer justement dans mes clients des gens qui viennent me voir en disant il y a 2 ans j'avais cette idée-là, je l'ai jamais vraiment considérée, je me suis pas vraiment attachée à elle parce que j'avais un travail et que c'était un peu loufoque. Et puis là, récemment, j'ai découvert que bah, il y a plein de gens qui mettent en place cette idée-là, quoi. Et ça me rend fou. Et là, je suis là, bah, malheureusement, encore une fois, il y a cette notion de libre arbitre. Une idée vient à vous et vous avez la possibilité soit de la prendre, soit de la laisser repartir vers quelqu'un d'autre. Après, on a l'approche de Neil Gaiman, donc l'auteur de Sandman et de American Gods, qui est actuellement sur Amazon Prime.
Donc j'adore, cet auteur, écrivain, qui pour moi a alors je me retrouve beaucoup dans ses dires et dans ce qu'il partage et lorsqu'il répondait à la question d'un enfant, qui il lui avait posé cette question, parce qu'il était intervenu dans l'école de son fils et l'enfant a demandé, «D'où viennent les idées?» et il a répondu, que vous obtenez des idées, dans les moments de daydreaming. Daydreaming, c'est lorsque vous rêvassez. Vous obtenez, des idées lorsque vous êtes, dans l'ennui. Vous obtenez des idées tout le temps, surtout lorsque vous vous posez des questions simples. Et pour, Neil Gaiman, la question la plus importante à se poser lorsqu'on cherche et on souhaite avoir des idées, c'est «What if?» et si. Donc ça, c'est un exercice, que j'aime proposer, que je propose à ce moment, dans l'atelier. C'est vous prenez de nouveau une feuille et vous me faites donc pendant 10 minutes, vous pouvez arrêter la présentation et faire l'exercice si vous le souhaitez, et vous commencez chaque phrase par «et si?» et vous faites ça sur une feuille A4 entière, sans vous arrêter. Donc un exemple, et si on pouvait, faire pousser des livres? Et si on pouvait, faire voyager, heu, des idées? Et si on pouvait, voyager dans le temps? Et si on pouvait, transmettre, le savoir par la nourriture? Et si, et cetera, et cetera. C'est à travers ce «et si» en fait qu'on va pouvoir ouvrir des portes et se poser des questions et poser des idées qu'on n'aurait jamais osé poser naturellement et consciemment. Alors, maintenant on va parler du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est ce que vous avez pu, si vous avez fait l'exercice que je viens de vous proposer, c'est ce que vous avez pu expérimenter. En fait, lorsque je vous ai demandé de poser toutes, vos questions en commençant par «et si?», je vous ai demandé de lâcher prise sur votre conscient, de lâcher prise sur les jugements. Donc dans cette, petite période, ce laps de temps, vous avez lâché les jugements, le critique et tout le, «ce n'est pas possible» ou «il faut que». La créativité, elle ne peut pas avoir lieu si vous êtes tout le temps dans le contrôle. La créativité, elle demande un lâcher prise et ça, pour revenir à l'illustration du processus de créativité que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est quelque chose, encore une fois, qu'on a beaucoup de mal à considérer, à accepter et à effectuer aujourd'hui. Parce que lâcher prise, ça demande aussi, et surtout, à prendre le temps de se poser, de s'écouter et de lâcher le contrôle qu'on a sur nos vies. Alors, maintenant qu'on a parlé justement de cette notion de créativité, de notre rapport avec le monde invisible et de, comment dire, si on pouvait illustrer le monde de la créativité des idées, à quoi ça ressemblerait, on va plutôt se pencher vers les créatifs qui nous ont précédés et voir comment eux fonctionnaient par rapport à ce thème-là. Parce que la créativité, aujourd'hui, c'est ça qui est génial. Aujourd'hui, il y a des cours sur plein de choses. Comment écrire son livre en 30 jours. Comment devenir riche en 3 mois. Enfin bref, il y a vraiment de tout sur internet, c'est incroyable. Et ce que j'aime me répéter, c'est que à l'époque, enfin même avant internet, avant tout ça, les gens, faisaient sans se poser de questions en fait. Enfin, ils écrivaient, en écrivant, enfin ils apprenaient à écrire en écrivant, ils apprenaient à devenir riches en pratiquant justement, certaines méthodes ou en expérimentant, dans la vie. Et la créativité, c'est pareil, ils étaient créatifs naturellement dans leur façon d'être et dans leur façon de faire. Il n'y avait pas un cours donné par Hemingway ou par Einstein sur la créativité. Les gens les regardaient comme des personnes inspirantes, créatives, et s'en inspiraient dans leur propre vie et dans leur propre processus.
Et ce qui est intéressant, par rapport justement à cette notion de créativité dans l'histoire, c'est que, si on va vraiment très, 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 très loin, heu, on se rend compte que, la créativité donc, elle est à l'origine, la notion de créer est à l'origine, mise en place par, ce qu'on appelle le génie. Donc ça vient donc, de l'époque, grecque et ils considéraient en fait que chaque être humain, avait en lui un génie ou pas. Parce qu'en fait, vous avez le choix entre, nourrir votre génie intérieur ou ne pas le nourrir du tout. Donc déjà, il y avait cette notion de, la personne qui crée, hem